Bonjour à tous. À la une de ce 13h au Bénin, l'élasticité du prix du gaz domestique à Cotonou et environ. Depuis quelques jours, les coûts officiels de ces hydrocarbures, tels que fixés par le gouvernement, sont loin d'être appliqués par tous les vendeurs. La rareté du produit monte les enchères par endroits et en fonction des fournisseurs. Et ce sont les ménages et autres consommateurs habitués au gaz pour la cuisson qui en pâtissent. Également dans l'actualité de ce vendredi, les cris de détresse de ces désormais anciens habitants du quartier Tankpé-Parana à Bomé-Calavi. L'exécution d'une décision de justice leur fait grincer les dents. Bulldozers et engins lourds réduisent leurs habitations en poussière après le verdict d'un litige domanial dont ils sortent perdants. Les autorités communales implorent l'indulgence du chef de l'État pour des mesures d'accompagnement au risque de maintenir de nombreuses familles dans la détresse. Et les professionnels des médias, eux, appellent à la mise en application des avantages liés à la détention de la carte de presse au Bénin. Ils en ont marre des cartes professionnelles pas totalement utiles dans l'exercice de leur profession. Le comité de facilitation carte de presse a fait une sortie hier pour exprimer cette position au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Il est devenu rare au point où les quelques boutiques de vente qui en possèdent encore le cèdent à des prix bien élevés. Il s'agit du gaz domestique, essentiel pour les ménages. Les besoins étant urgents, ces consommateurs sont obligés de s'en procurer au prix fixé du bon vouloir de ces vendeurs. Une équipe de la rédaction est descendue sur le terrain pour comprendre cette hausse et le quotidien des Béninois confrontés à la spéculation du gaz domestique à Cotonou et environ. Le reportage est signé Chérina Mensor-Ronsoun. Bon, je l'ai fait je fais Bénin Petro, le petit à 4800, la grande bouteille de 12 kg, je le fais à 10 000. Pro-Gaz également, je l'ai fait la grande bouteille à 10 000, la petite bouteille à 4800. Au risque, je fais la grande bouteille à 10 000 également et la petite bouteille à 4 900. La grande bouteille de gaz se vend à 13 000. Bon, la petite se vend disons à 7 000. C'est à ces différents prix que s'approvisionnent depuis quelques jours les utilisateurs du gaz domestique. Et pourtant, le gouvernement n'a pas changé les prix de façon officielle. La rupture de stock qui s'observe dans les stations-service agréées occasionne sur le marché une sorte de spéculation sur les produits. Et les consommateurs se retrouvent malheureusement dans l'obligation de débourser plus d'argent avant de se réapprovisionner. Encore faut-il en trouver puisqu'il y a pénurie. Oui, il y a une rupture de stock. Depuis, j'ai passé la dernière commande il y a pratiquement 2 semaines. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de stock. C'est un peu compliqué, c'est tellement compliqué. Bon, juste on a fait le commande maintenant, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Le gaz là, ça fait chose là. Bon. Les gens cherchaient, le riche là, ça ne vient pas du tout. Devenu une denrée rare, le gaz domestique subit des fluctuations de prix au gré du vendeur. Dans les ménages comme dans les kiosques et autres boutiques où les gaz domestiques sont utilisés, l'alternative est toute trouvée. Tous ceux qui étaient là pour recharger leur bouteille de gaz se sont retournés à cause du prix. Moi non plus, je n'ai pas pu le faire. Dès que la bouteille de Bénin Petro finit, je vais simplement utiliser le charbon. Cette hausse irrégulière des prix du gaz domestique suscite des grincements de dents au sein des populations, même si les raisons évoquées de part et d'autre restent ambiguës pour le consommateur. Vraiment, les gens ont dit qu'il y a rupture de ça, que ça doit augmenter de prix, que le petit aussi est à 7 500. Le petit est à 7 500. Mon mari aussi a témoigné qu'il y a des gens qui sont venus pour prendre ça à 7 500. C'est pourquoi d'ailleurs lui aussi a pris ça à 13 000. Ils ont dit que c'est à cause des impôts et de la guerre en Ukraine que le prix augmente. On n'a vraiment pas le choix que de le prendre. Ces différentes explications sont loin d'atténuer les souffrances des populations qui peinaient déjà à joindre les deux bouts avec la morosité économique ambiante. Leurs cris de détresse sonnent comme un plaidoyer, une alerte.
Et puis sur ces images, ce tête-à-tête hier entre la vice-présidente de la République et la présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Bokpe-Nyakadja, est allée échanger avec son hôte sur la situation de la femme au Bénin. Les deux personnalités ont aussi abordé la dynamique portée par l'INF pour améliorer la situation du genre en général. Une consolidation du tandem qui existe déjà en la matière est envisagée aussi pour davantage d'impact. Nous avons recueilli pour vous les propos de la présidente de l'Institut national de la femme à sa sortie d'audience. Elle est au micro de Nagui Balagbe et Moufid Sagbora. Il était important pour nous de venir vers la vice-présidente de la République pour discuter d'un certain nombre de sujets que nous avons en commun. La question de la promotion du leadership féminin est une question très importante. La question de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, une lutte qui intègre l'éducation des filles, une lutte qui intègre également l'implication des hommes dans le combat que nous menons. Il y a un sujet particulier pour lequel nous tenions également à féliciter Madame la vice-présidente de la République. C'est l'initiative qu'elle a prise, cette grande innovation dont elle est l'auteur, qui est ce projet de mettre en place un ordre du mérite féminin. C'est une première et elle nous avait fait l'honneur de nous associer aux toutes premières réflexions concernant la mise en place de cet ordre national du mérite féminin. Nous avons parlé aussi de ce que la volonté politique affichée par le chef de l'État de façon très concrète fait qu'il y a un vent favorable qui souffle actuellement. Le vent est favorable pour la promotion du leadership féminin. Et j'ai partagé avec elle la certitude, la conviction de l'Institut national de la femme de ce qu'il y a dans nos valeurs endogènes, il y a dans nos préceptes, il y a dans nos traditions des ingrédients qui promeuvent les droits des femmes et sur lesquels nous pouvons également nous appuyer pour faire la promotion du leadership féminin. Je lui ai dit qu'à plusieurs reprises, je me suis inspirée de l'entretien qu'elle a donné et qui est disponible sur YouTube concernant l'impératrice de Niki, celle qu'on appelle Nonkogi. Voilà, c'est en interrogeant notre passé, en convoquant notre passé, que nous pouvons affirmer dans notre présent que la participation de la femme à la vie politique et publique ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons passé ces moments de partage avec elle et nous repartons convaincus de ce que la vice-présidente de la République, avec son expérience, avec sa sérénité, sa pondération qui sont toutes naturelles et tout le savoir qu'elle a, elle est une alliée sûre. Et puis en agriculture maintenant, l'équipe de coordination du projet d'appui au développement des filières protéiniques a tenu à Boycon un atelier cette semaine. C'était le cadre de validation du rapport provisoire de l'élaboration du programme national de développement de la filière soja. Les travaux comptant pour la deuxième génération de cette initiative s'inscrivent dans le cadre du processus de rayonnement de la filière. C'est l'une des étapes importantes de la démarche entamée depuis l'an dernier, précisément septembre 2022. Imet Hélène Amoussou. Élaboré dans un contexte particulier pour le secteur, le programme national de développement de la filière PNDF Soja deuxième génération est presque disponible. Les présentes assises marquent une étape importante du processus de sa conception enclenchée depuis septembre 2022. Soumis ici à l'appréciation des différentes catégories d'acteurs et parties prenantes en vue de sa validation, le document résume les initiatives et actions à mener afin d'améliorer de manière durable la production, la productivité ainsi que la compétitivité du soja béninois. C'est bien heureux de constater qu'il y a un parterre d'acteurs de tous les secteurs qui interviennent dans la filière. C'est le lieu de remercier tous les acteurs qui ont contribué à ce processus et surtout notre bailleur, qui est l'Agence française de développement, qui a bien voulu accepter que le PADEFIP accompagne l'élaboration de ce document sous le leadership de l'agence de l'ATDA 4. Ce PNDF fixe les objectifs que nous projetons pour cette filière-là jusqu'en 2026. Ce document, sur la base de cet objectif-là et des contraintes qui ont été identifiées, a défini les actions
qui vont être menées. Et c'est là où le processus de mobilisation de ressources a commencé. Donc au niveau des actions qui sont retenues, il y a déjà des projets et programmes qui sont en cours sur cette filière-là. On a répertorié les actions qui sont prévues au niveau de ces projets, programmes-là et les ressources prévues pour mettre en œuvre ces actions qui rentrent dans les objectifs de ce PNDF-là. On a répertorié ces coûts et puis on a identifié le gap de financement pour lequel nous allons chercher de nouveaux partenaires. Réunis à Boïcon, les participants à la rencontre ont pour tâche de recueillir les avis des principaux acteurs sur le rapport provisoire du PNDF Soja deuxième génération, puis procéder à sa validation. Et pour atteindre les résultats fixés, ces derniers ont été invités à plus de rigueur et de sérieux dans leur analyse des différents axes de développement de la filière. Ils sont appelés à s'inspirer des expériences vécues et accumulées par chacun d'eux. Dans le travail qui va être fait, il y a donc le cadre global de contractualisation qu'il ne faudra pas occulter, parce que c'est ça, ce cadre qui va sécuriser tous les acteurs à différents niveaux. C'est ce cadre également qui va permettre d'organiser et d'assurer le financement. C'est des aspects qui doivent être sérieusement donc abordés pour que cette filière s'autofinance. De par sa contribution à la croissance économique, le rayonnement de la filière est confié au pôle agricole 4 comme filière phare et en diversification au niveau des autres. Ce PNDF Soja à deuxième génération résulte surtout de la prise en compte des recommandations de la mission d'évaluation du PNDF Soja première génération. Il est élaboré selon une approche inclusive après un diagnostic de la filière, de même que les dynamiques en cours au sein des différentes catégories d'acteurs. Je vous en ai dit un mot au sommaire de cette édition. Les habitants du quartier Tankwe-Parana, dans la commune d'Abomey-Calavi, ont connu un mercredi sombre cette semaine. Plus d'une dizaine de maisons démolies sur plus d'une centaine mises en cause dans un conflit domanial. Les victimes sont partagées entre tristesse et colère depuis les travaux de démolition. Esther Tofa et Elvis Tonoucoin sont allés faire le constat. Voici leur reportage. Ils sont désormais des sans-abri, propriétaires terriens. Pour la plupart depuis plus de 20 ans, ils sont depuis ce mercredi 23 août 2023 sans domicile. En l'espace de quelques heures, les grosses machines déployées sur le terrain par l'huissier et soutenues par les forces de sécurité publique ont réduit en miettes 12 maisons au quartier Tankwe dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici ce qu'il reste de plusieurs années de dur labeur et de sacrifice. Et on commence ça préavis. Et certainement, l'information était que certainement notre propriétaire, notre bailleur du moins, avait déjà l'information. Mais l'autre n'avait pas informé les locataires pour leur dire que voilà, de telle à telle date, quand même ils allaient passer les... Et voilà le résultat que vous avez constaté sur le terrain. Bon, mais quand le bureau de quartier, bureau de négociation bloqué, ici, à Simelewe, ici, ouais. Dis-moi, et donc, Kakabe, il y a mis Bérimé, et il y a ici un beau de Hoké, Kakabe, et bleu, moi. Des bleus, Magoudou, et de ni un peu, tu es pas de négocier. Les Hogoudou, tu me sais, bon, et c'est ça pour Radio Jamiamo, Podo, Ponopobi. À l'origine de ce drame, un conflit qui opposerait plusieurs acquéreurs de parcelles dans la zone concernée. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Augustin Aroga, l'une des victimes, donne sa version des faits. L'histoire a commencé, nous les propriétaires terrains, on l'a acheté, ça fait plus de 25 ans, plus de 20 ans pour certains. Donc les propriétaires terrains, ils étaient en conflit. Et de report en report, nous les acquéreurs, on s'est constitué en association pour essayer d'accompagner, pour défendre un peu les cas. Alors, il y a eu grosse en 2020. Avant ça, le propriétaire terrien chez qui la plupart ont acheté, les gens ne lui reconnaissaient pas une existence territoriale dans tout le lot.
Mais la dernière grosse a dit qu'il a 1 hectare, quelque chose comme ça. Ils ont fait une grosse depuis le mois de février sur une liste de personnes. Et c'est après ça qu'on a commencé par vraiment procéder à la négociation pour dire on veut aller à la négociation pour tout le monde. En temps, on a envoyé de courrier à toutes les autorités, ministère de l'Intérieur, ainsi de suite, pour dire aidez-nous. Nous sommes des citoyens. Maintenant, dans cette situation, on veut aller à la négociation, mais selon les règles de notre pays. L'ANDF nous a même invités, on a saisi l'ANDF. Et il nous a donné rendez-vous pour le 28, lundi 28, pour que nous allons avec le propriétaire pour voir le processus de négociation. Malgré ça, moi j'ai demandé à l'huissier, je veux vous rencontrer pour vous dire, voilà ce qu'on veut faire. On veut demander une procuration pour les gens qui ne pourront pas venir négocier eux seuls. Il m'a fixé rendez-vous pour demain à 11 h. On est là quand ce matin, brutalement, la police est venue avec les autorités et regardez ce qui s'est passé. Sans solution immédiate et affaiblis par le drame qui vient de les frapper de plein fouet, ces sinistrés implorent l'indulgence des autorités à divers niveaux. Il faudrait qu'on nous assure quand même la possibilité d'acheter une parcelle et que cela puisse nous appartenir, et peu importe le nombre d'années. Nous appelons Monsieur le Président Talon, réagissez à temps que c'est vrai que moi je n'ai pas acheté la maison, mais j'ai loué boutique. Qu'est-ce que je peux dire maintenant à la propriétaire? Dans tout ce qu'elle traverse, s'il vous plaît, pensez à la population de Tankpe. Parce que Talon, c'est quoi parce que je donne un gant au quartier. Je donne un veau, au quartier, et parce que dans 2 semaines, elle va au quartier, on va au mais des poulets. Alors, si nous avons ce coup, talon, nous avons ce coup, nous milo, midjanka, parce que nous avons 25 ans. Mais des millions achetés ici. Justice ou injustice, ces hommes et femmes viennent de vivre le pire cauchemar de leur vie, assister impuissamment à la démolition de toute une vie de sacrifice et d'investissement. Après plus de 20 ans de possession de terre, ils sont aujourd'hui des sans-abri. Une situation éprouvante. Justement, les autorités communales d'Abomey et Calavi ont été approchées pour obtenir une version officielle de cette situation malheureuse à Tankpe Parana, suivant Arsène Yaovi, conseiller municipal, qui implore la clémence des autorités au plus haut niveau de l'État dans la mise en œuvre de cette décision de justice. On l'écoute sur des propos recueillis par Florence Bossa et Deron Pévi. C'est une situation qui date de plusieurs années déjà. Et ces derniers mois, les populations concernées ont reçu une note leur demandant de déguerpir, de quitter les lieux. Et normalement, les populations ont demandé qu'on leur accorde un moratoire pour échanger avec les familles concernées afin de trouver une solution palliative. Parce que les gens tous n'ont pas les mêmes ressources, n'ont pas les mêmes moyens. Et des réunions ont été faites. Il est même prévu le 28 août prochain une réunion à l'ANDF pour décider de comment est-ce que ça va se passer. Mais à notre grande surprise, le mercredi dernier, un huissier est venu avec des militaires et les casses ont commencé. Aujourd'hui, nous sommes à 16 maisons cassées dans Tankpe. 16 maisons cassées et selon les informations que nous avons reçues, il y a encore des maisons qui doivent être cassées. Au total, dans cette zone, on nous parle de entre 150 et 200 maisons concernées par les casses. Ce que nous faisons et ce que nous demandons, nous ne nous opposons pas à une décision de justice. Ce que nous demandons, c'est une trêve pour que les populations puissent échanger avec les familles concernées. Une trêve qu'on leur permet de s'organiser, de voir dans quelle mesure les gens vont partir. Et nous voudrions demander au président de la République, nous connaissons sa rigueur et nous savons son amour pour les populations. Dans cette situation, il n'y a que lui pour nous aider. Pour aider les populations de Tankpe qui souffrent. Nous demandons au président de la République de venir au secours des populations de Tankpe. Et que tout ce qui est en train d'être fait ici à Tankpe, que le président demande une trêve, une suspension pour le compte des populations. Il y a eu des menaces, il y a eu des crises. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a eu tel nombre de morts. Mais il y a eu beaucoup de crises. Des gens sont malades, ils sont agonisants, ils sont dans le coma à l'hôpital, c'est juste, c'est vérifiable. Mais ce n'est pas fini, ça continue.
Aujourd'hui, par exemple, on m'a appelé pour dire qu'il y a encore crise, quelqu'un est allé à l'hôpital. Il faut que ce qui se passe, si on y prend garde, d'ici quelques jours, si les cas continuent, il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup de crises et ça va être une situation catastrophique pour Abomey-Calavi, pour notre pays, ce qu'on ne souhaite pas. Arsène Yahovi, conseiller municipal à Abomey-Calavi. Dans d'autres registres de l'actualité, le comité de facilitation carte de presse exige la mise en application des avantages liés à la détention de cette pièce professionnelle au Bénin. Lors d'une conférence de presse hier à la Maison des médias à Cotonou, les membres de ce regroupement de professionnels des médias ont indiqué et revendiqué ces mesures contenues dans les tests qui régissent la corporation. Voici le point de Mathias Mungwadji, présenté ici par Teddy Goudalo. À cette conférence de presse des professionnels des médias, Michel Aono et son équipe exigent des pouvoirs publics la mise en application du décret portant avantage de la carte de presse. Notre objectif est de susciter un réveil collectif de tous les professionnels des médias sur l'intérêt que revêt la carte de presse dans le cadre de l'exercice de notre métier, afin qu'ensemble nous puissions travailler à faire exécuter enfin les mesures subséquentes au bénéfice des acteurs. Les acteurs des médias se sont réunis autour de la thématique carte de presse et ses avantages. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, représenté à cette rencontre, s'engage à accompagner le comité de facilitation carte de presse dans ses actions. Quand on parle de carte de presse, on ne la lie pas tout de suite à l'amélioration des conditions de vie du journaliste. Or, c'est un élément fondamental qui détermine d'abord le statut du journaliste en tant que tel et qui établit alors sa sécurité, qu'elle soit physique ou sociale. Physique ou sociale. Je voudrais rappeler que l'ODEM, en tant que structure, est investie dans deux rôles fondamentaux. D'abord l'autorégulation, mais aussi, et là on ne met pas l'accent là-dessus, la défense et la protection aussi des journalistes. La 9e mandature à laquelle j'appartiens s'engage et adhère totalement aux initiatives donc du comité. Nous devons faire en sorte que le journaliste soit respecté et que nous jouissions effectivement des avantages liés à la carte de presse. Donc ce que je souhaite aujourd'hui, c'est beaucoup d'abnégation et beaucoup de compréhension également, et que nous ayons un franc-parler avec la structure de régulation et de protection des journalistes qui est la HAC, et qu'ensemble nous menions ce combat jusqu'à son aboutissement heureux. En attendant que cette volonté des journalistes soit une réalité, les retraits de la carte de presse se poursuivent à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le marché de friperie de Missebo, situé en plein cœur de la ville de Cotonou, s'anime en tout temps et particulièrement mieux pendant ces périodes de vacances. L'activité essentielle qui s'y mène est la vente de vêtements et accessoires vestimentaires de seconde main, les mardis et jeudis étant connus comme des jours d'ouverture des balles de marchandises. Une équipe de notre rédaction a effectué une descente afin de vivre l'ambiance dans ce marché par un reportage de Francel Amoussou. C'est une forte affluence qui s'observe dans cette partie du marché de Missebo le mardi, jour d'ouverture des balles de marchandises. Ici, vendeurs et clients s'affairent autour de ces articles exposés pêle-mêle. Tout comme eux, de nombreux vacanciers prennent d'assaut ce lieu d'échange connu pour la vente de divers objets et surtout des accessoires vestimentaires afin d'honorer leurs différentes sorties de vacances. Je suis passée au marché pour prendre quelques trucs. J'ai pris une jupe, un shorty. J'ai acheté le sac là nouvellement. C'est pour sortir. Je suis venu faire un petit achat pour mon petit frère. Demain c'est son anniversaire aussi. Bon, je suis venu faire des achats pour les sorties, la plage, les différents sites Amazon et tout, entre autres. Contrairement à ces vacanciers, Zinab, elle, est venue s'approvisionner en fournitures scolaires afin de préparer la rentrée de ses enfants et renouveler par ailleurs leur garde-robe.
Quant aux revendeurs rencontrés sur les lieux, ils y sont pour ravitailler leurs boutiques et faire de bonnes affaires. Je suis venue par rapport aux enfants, comme c'est bientôt la rentrée, pour changer les tenues de l'école, les sacs de l'école pour les enfants. Les robes les après-midi, quand c'est le temps de pause, entre midi et 2, il faut enlever la robe de l'école, il faut porter la robe de maison. Après, à 14h, quand les cours reprennent, il faut mettre encore la robe de l'école. J'ai fait un tour à Missebo pour acheter certaines choses pour mes enfants, aussi pour les vacanciers et pour toute la famille. Je suis venue payer un peu de trucs pour le business. Il y a les vacanciers qui viennent payer pour revendre. Bon, il y a les gens qui viennent payer pour porter, pour leur sortie. Malgré la foule de curieux et d'acheteurs non négligeables dans le marché, les vendeurs, qui sont pour la plupart des ressortissants des pays de la sous-région, se plaignent de la mévente. Une situation qui, selon eux, résulte de la morosité économique qui secoue le monde. Avant, on voit les vacanciers venir dans le marché, on vend comme il le faut. Mais actuellement, il y a la mévente totale. Donc, selon moi, c'est à cause de la crise mondiale. Les ménages là sont affaiblis, ça ne va pas. Même les salariés ne viennent pas. Avant, ils venaient comme régulièrement au marché, on vendait normalement. Mais actuellement, c'est la mévente, ça ne va pas. C'est pas en Afrique seulement, c'est partout, c'est mondial. Si c'est avant la période de vacances, c'est bon, mais aujourd'hui, tu n'arrives plus à manger tous les 3 repas dans la journée. Comment tu vas venir au marché? Mais on se défend, ils arrivent un peu, mais c'est pas comme avant quand même. Missebo a la réputation d'être le plus grand marché de friperie au Bénin. Cependant, très fréquenté par plusieurs marchands, clients, détaillants et grossistes, il se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins avec une baisse drastique de ce qui fait son attractivité économique. Plusieurs facteurs traduisent ce déclin du marché de Missebo qui sera bientôt délocalisé à Akpakpa PK3. Français Lamoussou. C'est tout pour cette édition du 13h au Bénin. L'information est en continu sur Canal 3 Bénin. À très vite.